toujours avec Anissé Mobé. On ne présente plus Anissé Mobé, un homme de qualité, anthropologue social, va nous donner quelques éléments concernant la situation en Belgique. Monsieur Anissé Mobé, bonjour. Bonjour. Alors, la Belgique vient de totaliser aujourd'hui 1 an sans gouvernement. Et que pensez-vous comme étant citoyen? En tant que citoyen congolais. Voilà, en tant que citoyen congolais. Oui, mais c'est assez curieux que le gouvernement belge aujourd'hui, la classe politique belge soit incapable de former un gouvernement alors que les citoyens ont voté il y a déjà plus d'1 an. Pour le citoyen congolais que je suis, puisque vous mettez l'accent sur le citoyen congolais, ça me rappelle notre propre situation en 1960. Après le coup d'État, le premier coup d'État de Mobutu, l'assassinat du Premier ministre Lumumba, dans laquelle la Belgique a été impliquée, fortement impliquée, et d'une part, et d'autre part, en soutenant la sécession katangaise. Ce qui a eu pour conséquence de priver les Congolais d'un gouvernement pendant plus d'1 an. Il a fallu attendre le mois d'août 1961 pour qu'au conclave de l'Ovanium, nous puissions former un gouvernement largement d'ailleurs majoritaire, à la tête duquel se trouvait le Premier ministre Cyril Adoula. Or, si pendant 1 an nous avons été privés de gouvernement, ce n'est pas parce que les hommes politiques congolais n'arrivaient pas à s'entendre, mais c'est parce qu'il y a eu une intervention sordide du gouvernement belge, en tout cas du monde politique belge, dans nos affaires intérieures. Or aujourd'hui, il n'arrive pas à former un gouvernement sans que le Congolais puisse intervenir en quoi que ce soit. Et surtout, s'il n'arrive pas à former un gouvernement, il y a des revendications flamandes qui vont dans le sens d'une plus grande autonomie de la Flandre. Je n'ai jamais entendu un homme politique congolais, ni un organe de presse congolais, soutenir les extrémistes flamands qui veulent sinon non seulement l'autonomie, mais même la sécession de la Flandre, alors qu'eux, ils ont fomenté la sécession katangaise. Je pense qu'il faudra avoir ça à l'esprit aujourd'hui dans les discussions, dans les réflexions des Congolais. Et surtout qu'il est grand temps qu'aujourd'hui, effectivement, que la presse congolaise, que le monde universitaire congolais puisse se pencher sur cette question, parce que les Belges ont produit beaucoup d'écrits, beaucoup d'articles de presse sur nous, notamment au moment entre 60 et 61, mais il y a très peu d'écrits valables des Congolais sur nous-mêmes, sur cette période. Mais aujourd'hui, 50 ans après, 51 ans après, il est grand temps que nous puissions nous saisir de cette question pour l'analyser correctement. Alors, on va continuer toujours dans les questions concernant la Belgique. Alors, quels sont les éléments d'analyse aujourd'hui, les éléments d'analyse qui va nous permettre de comprendre cette crise belge? Bon, elle est très complexe. Il y a des éléments à la fois d'ordre historique, qui remontent à l'histoire de la Belgique, parce que n'oublions pas qu'en 1830-1831, au moment de la Révolution brabançonne, quand la Belgique devient indépendante, des éléments d'ordre géopolitique et d'ordre diplomatique ont beaucoup pesé. C'est-à-dire que des pays comme la Grande-Bretagne voulaient un État tampon pour limiter les ambitions de la France, donc il fallait un État tampon. Donc ça a énormément joué. Et deuxièmement, sur le plan interne, sur le plan des contradictions belgo-belges, la révolution brabançonne a été surtout essentiellement une révolution de la grande bourgeoisie, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Et donc pendant très longtemps, les masses en Flandre, les gens, le petit peuple comme on dit, s'est senti un peu méprisé du fait que le français était la langue de l'élite, plutôt des élites, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Donc au départ, les revendications d'ordre linguistique des Flamands, c'est au fil du temps transformé en revendications d'ordre politique. Et ça, entre autres, parce qu'il y a eu une inversion sur le plan économique. La Wallonie, qui pendant très longtemps était une région très, très industrialisée, parmi les régions les plus industrialisées de l'Europe, finalement, le déclin de la Wallonie profite à la Flandre, qui sur le plan économique est aujourd'hui florissante. Et donc, pour le Flamand, et maintenant, les revendications deviennent politiques parce qu'ils se sentent économiquement assez forts pour pouvoir faire des revendications sur le plan politique. Donc ça c'est deux. Et puis troisièmement, je pense que la Belgique n'a pas su résister aux effets à la fois de la mondialisation dans ses différentes phases, et notamment déjà au moment de la création de l'Union européenne. Et puis il faut aussi dire que la perte du Congo, ça a signifié l'effondrement du ciment idéologique qui pendant très longtemps a permis aux Belges de masquer ces multiples contradictions, à la fois les clivages linguistiques,
culturel, et puis les clivages aussi d'ordre philosophique. Pendant qu'ils avaient le Congo, les Belges étaient tous belges, il n'y avait ni catholiques, ni libres penseurs, ils n'étaient ni flamands, ni wallons, ni néerlandophones, ni francophones, ils étaient belges parce qu'il fallait exploiter à leur profit le Congo, tant sur le plan économique et sur le plan des retombées diplomatiques et géopolitiques. Alors, encore une question bien pertinente concernant toujours ce pays qui est la Belgique, un petit pays qui fait 80 fois, enfin, le Congo, 80 fois. Alors, est-ce que ce pays va-t-il vraiment éclater? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts. Et puis, vous voyez, c'est très contradictoire, hein, la crise belge. C'est le siège de l'OTAN, c'est le siège de l'Union européenne, c'est-à-dire deux grandes institutions supranationales qui tendent vers l'unification, notamment l'Union européenne. Or, voilà que c'est dans ces pays, justement, qu'il y a des revendications d'autonomie. Je ne pense pas que l'Union européenne accepte que la Belgique éclate. Je ne pense pas que l'OTAN laissera la Belgique éclater. Et puis, et les Belges eux-mêmes ici, ils se rendent compte que pour pouvoir peser aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un petit pays comme la Flandre, si tant est qu'il puisse devenir un État indépendant, ne pèse pas. Et puis, il y a l'exemple d'autres pays comme l'Espagne, où il y a des régions autonomes, mais la demande de l'autonomie n'est jamais allée jusqu'à l'éclatement de l'Espagne, bien au contraire. Donc je ne pense pas que le pays va éclater. Je pense parce que aussi, au sein de la société civile, je ne pense pas que la société civile soit prête, ni en Wallonie, ni chez les Flamands, à accepter la scission, en tout cas accepter l'indépendance. Et puis, ça fait 1 an qu'ils sont sans gouvernement, mais les gens ne se plaignent pas, les citoyens ne se plaignent pas parce que l'administration travaille et fonctionne très bien. Les services publics répondent aux besoins, aux demandes sociales des citoyens. Et donc, je pense même qu'ils sont en train peut-être d'inventer une formule assez originale, c'est-à-dire d'un pays où les entités fédérées gouvernent, répondent aux questions, aux urgences, aux besoins de la population. Mais on laisse le monde politique batailler, c'est une bataille des chiffonniers. Et surtout aussi que la Belgique a perdu, n'a pas pu faire le lien entre les grandes personnalités qui ont dirigé la Belgique pendant les 30 années glorieuses et la nouvelle génération. Je crois qu'il y a un écart à tout point de vue dans la compréhension et du politique et du monde contemporain. Alors, on va faire en fait un parallèle avec le RDC. Alors, quand on regarde tout ce qui se passe à la lumière de tout ce que vous venez de dire, alors, quelles sont les retombées pour la RDC? Alors, les retombées, c'est assez intéressant. Rappelez-vous, l'année dernière, il y a 1 an, quand il y a eu les controverses autour du voyage royal au Congo, finalement, le roi est parti alors qu'ils étaient sans gouvernement. D'abord parce que pendant très longtemps, le Congo, c'était un peu les joyaux de la couronne. Hein. Il l'est toujours d'ailleurs. Parce que ça a été une propriété privée du roi Léopold II. Et puis deuxièmement, pendant tout un temps, on a songé, à l'époque, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand il avait éclaté l'affaire royale, la question royale en Belgique, où une partie de l'opinion publique et politique ne voulait pas que Léopold III revienne sur le trône, on a songé à faire du Congo une vice-royauté et on pensait à Albert, le prince Albert qui est actuellement le roi de Belgique. Voilà. On y avait déjà songé à l'époque pour Léopold III lui-même. Donc, et puis même au moment de la table ronde, les Belges ont tenté d'imposer aux Congolais que le roi Baudouin reste chef de l'État pendant X temps. Donc, il y a d'abord, tant qu'il y aura toujours des partisans de la monarchie en Belgique et que le Congo est un joyau de la couronne, donc c'est un des éléments qui fait qu'il y aura des retombées au Congo. Ça, c'est un. Et puis, et deuxièmement, la Flandre, puisqu'elle a maintenant, sur le plan économique, elle est beaucoup plus enclin à pouvoir traiter avec des pays comme l'Afrique du Sud, où culturellement parlant, ils se sentent assez proches et l'Afrique du Sud a beaucoup plus d'atouts que le Congo. La Flandre a tendance à négliger le Congo. Pas la Wallonie, parce qu'elle en a énormément besoin. Et enfin, les uns et les autres, notamment, en tout cas tous ceux qui, sur le plan financier, sur le plan géopolitique, déterminent les orientations en Belgique, ils savent que sans le Congo,
sur le plan diplomatique, la Belgique ne va plus beaucoup peser et donc il faudra absolument garder le Congo. Mais sur place au Congo, justement, ça pose de vrais problèmes parce que, surtout maintenant à quelques mois d'une élection probable ou même improbable, parce que la manière dont les choses sont en train d'évoluer, on peut avoir des doutes sur la tenue des élections, en tout cas dans les délais prévus, eh bien là, on se rend compte que la Belgique, là, il faut se rappeler de ce que disait un député belge, Gilles Destrée, déjà dans les années 1920-1930, quand il disait « Pour les séparatistes belges, il y a des écueils. Bruxelles, déjà à l'époque, aujourd'hui on se rend compte que Bruxelles est encore un écueil, et il disait le Congo. Tant que le Congo sera là, tant que le Congo sera intéressant, même pour une poignée de Belges, eh bien les Belges feront tout pour garder le Congo dans l'escarcelle belge. » Alors, on va rester toujours au Congo, parce qu'il est toujours en rapport avec la Belgique. La Belgique vient d'effacer la dette de la RDC et en mettant en surplus l'argent pour les organisations bien sûr, des élections que vous avez parlé tout à l'heure. Comment voyez-vous ces financements et l'effacement de la dette? Bon, d'abord, le financement des élections, je suis de ceux qui ont toujours été contre un financement extérieur. Parce que celui qui finance les élections, il ne peut pas ne pas avoir des préférences. C'est tout à fait normal parce que ce n'est pas des relations de philanthropie. Ce n'est pas par un élan de philanthropie qu'on finance les élections. C'est parce qu'on a intérêt à ce que telle ou telle coalition gagne les élections parce que ça vous permet de pouvoir contrôler la gestion des ressources économiques d'un pays, surtout un grand pays comme le Congo. Et surtout, on s'en est rendu compte déjà au moment des élections, les premières élections, les élections précédentes. Donc par conséquent, c'est aux Congolais maintenant, aux citoyens congolais que vous êtes, que nous sommes, c'est à nous maintenant de pouvoir imaginer d'autres formes de financement des élections ou de cofinancement. Et deuxièmement, de mener un travail de lobbying de telle sorte que ces financements-là ne soient pas prétexte pour favoriser telle ou telle coalition, tel ou tel leader politique, surtout que maintenant, un des points sur lesquels il faudra voter, faire des choix politiques, c'est faire les bilans de ce qui s'est passé depuis les dernières élections. Y a-t-il eu, oui ou non, des avancées significatives en termes politiques, en termes de développement économique, en termes de développement de droits de l'homme, en termes sur le plan social, y a-t-il eu des avancées significatives, oui ou non? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les régions comme le nord, le sud Kivu sont toujours en proie à des violences inouïes. Il y a plus de 30 femmes violées presque par heure au Congo. Ça ne s'est jamais arrivé, même dans les moments les plus sombres de notre histoire. Et malheureusement, ça ne suscite... Nous venons de lire les dépêches de presse où il est dit l'ONU est impuissante devant les viols qui se commettent au Congo. Mais ça, c'est très grave. Si l'ONU est impuissante, et finalement, qui va réagir? Il ne reste plus que nous-mêmes, Congolais, à pouvoir réagir et de faire en sorte qu'il ne faut pas que de tels financements puissent donner soit des prétextes à pouvoir effacer, occulter une telle tragédie qui est en train de démolir notre pays parce que touchant au plus profond des êtres qui nous sont chers, parce que ce sont surtout les femmes qui sont violées. Alors, je vais rebondir sur le viol, mais je repose encore une petite question pour terminer. Alors, on va toujours vers ces rois, vers la Belgique, la Wallonie et, bien entendu, ces côtés néerlandophones, donc ce qu'on appelle les Flamands. Et le roi de Belge est parti en RDC, a reçu comme présent, par la voix de sa femme, bien entendu, une rivière de diamants. Ça fait des échos, ça fait un écho important. Et la francophonie qui arrive. Alors, les Belges, comment vont-ils faire avec la francophonie, avec cette séparation entre le wallon et le flamand? Comment vont-ils faire? Non, parce que finalement, dans cette histoire, les principaux acteurs doivent être les Congolais. Il ne faut pas que nous soyons victimes des rivalités belgo-belges. Non, il faudra récuser cela. Il nous faut réinventer les politiques au Congo. On ne mène pas
politique d'un grand pays comme le Congo en étant idéologiquement, culturellement, intellectuellement, comme ça, soumis aux aléas, aux contradictions des autres. Non, il est grand temps que, je l'ai souligné souvent, il est temps qu'émerge une majorité intellectuelle. Non pas une majorité des intellectuels, non, une majorité intellectuelle, c'est-à-dire de courants de pensée, d'idées fortes, de principes clairs, fondamentaux autour desquels bâtir un projet politique pour développer le Congo. Eh bien, c'est en étant c'est basé sur de tels principes que nous pouvons déjouer tous ces pièges grossiers qui nous sont tendus pour distraire le peuple chez nous et de telle sorte que continue toujours à gérer le Congo un leadership politique entièrement soumis aux dictats des autres. Alors, on va terminer avec la dernière question. Vous avez parlé de viol en RDC, plus de 48 viols par heure, et l'ONU est incapable, donc la MONUSCO est incapable. En France, la diaspora congolaise organise une marche qui partira du parvis de Trocadéro pour arriver à Bruxelles, Bruxelles, pour émettre un mémo au Parlement européen et bien sûr ester en justice tous ces prédateurs qui viennent piller la RDC. Que pensez-vous d'abord de cette marche et quel message lancerez-vous par rapport à cette marche? D'abord, il faut se réjouir, il faut se féliciter d'une telle initiative, donc, parce que ça nous concerne, nous d'abord, et il est grand temps, parce que nous, par rapport à nos concitoyens qui sont au Congo, qui sont souvent soumis à problème de survie matérielle et qui, de ces faits, n'ont pas toujours l'occasion de prendre un peu de la distance par rapport au flux des informations, par rapport à l'actualité brûlante. Nous avons encore cette occasion, cette capacité de prendre un peu de recul et donc de juger les choses avec beaucoup plus de sérénité, mais cela ne nous donne pas de droits sur les autres. Au contraire, ça nous impose des devoirs. Et le premier devoir, c'est celui-là. Donc il faudra tout faire, chacun dans son domaine d'activité doit apporter une pierre de la contribution donc, pour la réussite de cette marche-là. Il faut que ce soit une marche qui fasse preuve d'intelligence politique et d'intelligence du politique. Donc il faut éviter des débordements inutiles, il faut éviter des imprécations, il faut au contraire le faire dans la sérénité, il faut le faire avec beaucoup de doigté pour que notre cause soit entendue et soit défendue. Et donc, oui, il faut soutenir la marche du parvis de Trocadéro jusqu'au Parlement européen, puisque l'Union européenne est très impliquée dans les élections. Bon, alors, il faudra leur remettre ces mémorandums-là. Voilà, écoutez, vous allez financer des élections dans un pays où il y a l'impunité, assassinat des journalistes, assassinat des défenseurs des droits de l'homme, sans que la justice soit rendue correctement. Jusqu'ici, la famille de Tungulu n'a jamais pu récupérer la dépouille mortelle d'Armand Tungulu. Tout ça sont des choses tout à fait inadmissibles. Eh bien, il faut remettre ces mémorandums-là et puis coordonner toutes ces différentes initiatives. Parce que dernièrement, ici en France, au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a eu un colloque autour du Congo. En Belgique, il se prépare aussi un autre colloque. Aux États-Unis, il se prépare aussi d'autres colloques. Eh bien, il faut arriver à coordonner toutes ces différentes initiatives pour qu'elles puissent être efficaces. Ce qui veut dire qu'il faut conjuguer intelligemment les initiatives de parlementaires, aussi bien étrangers, belges, européens, français, qui s'intéressent au Congo, et aussi les initiatives de parlementaires congolais qui refusent la soumission des parlementaires congolais qui veulent assumer leur devoir de parlementaires, c'est-à-dire de représentants du peuple congolais. Conjuguer ces différentes initiatives-là, des parlementaires, de la société civile, et aussi des universitaires qui veulent assumer, qui sont conscients de leur devoir d'intellectuel, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas seulement dans les analyses, dans les laboratoires, mais qui veulent faire de leur savoir des instruments pour permettre aux citoyens congolais de faire des choix
des choix tout à fait lucides et des choix intelligents. C'est ça l'intellectuel qui se distingue par sa fonction critique, par les analyses qu'il propose à la société civile pour que la société civile soit nettement plus consciente et beaucoup plus lucide dans ses choix. Donc je pense que bravo à cette initiative-là qu'il faut soutenir de différentes sortes, hein, par la presse, par des messages de félicitations, bien d'encouragement, par de plus de contacts pour faciliter la marche. Il se trouve qu'il y aura surtout des dames qui vont marcher, et tant mieux, bravo encore une fois aux dames qui vont défiler ces jours-là, pendant tous ces jours-là jusqu'à Bruxelles. Merci, merci infiniment. On a été édifié par rapport à cette analyse brillante venant de notre cher compatriote, M. Anissé Mobé. Merci. Merci.